Voici le bonus de l'épisode 342. Vous le savez, le bonus, c'est le truc en plus. C'est quelques news qu'ont épinglé nos chroniqueurs et que nous vous délivrons en moins de 15 minutes. Nos chroniqueurs de la semaine, vous le savez, ce sont ces deux garnements. Si vous avez regardé ou écouté déjà l'épisode 342, vous savez que ce sont les deux Sébastien. Ce qui, normalement, est supposé me faciliter le travail. Il suffit que je parle à Sébastien et celui qui doit répondre, c'est qu'il doit répondre. Malgré tout, de temps en temps, pour arriver à les faire taire ou les faire parler l'un après l'autre, c'est Sébastien d'abord. Ah non, c'est celui qui a la barbe ou les lunettes ou le pull ou la main ou les cheveux ou pas les cheveux, enfin bref. On va pas... si, Sébastien. Tu vois, je dis si, Sébastien, mais on ne sait pas qui a fait une moue Enfin voilà. Je vais donner la parole à Sébastien, justement celui-là, pour parler de Firefox, le navigateur Firefox de chez Mozilla qui perd du terrain manifestement. Ça va pas bien, mon bon monsieur. Ça va mal. 4% de market share, de part de marché pour Firefox. Donc Firefox, au cas où vous vivez dans une autre dimension, c'est le navigateur de Mozilla, comme Marc l'a dit dans le lancement. C'est le navigateur qui est né sur les cendres de Netscape, qui était la première société commerciale à offrir un navigateur dans les années 90. C'est un navigateur qui se positionne essentiellement autour de la privacy et protection de vos données. On va dire c'est son positionnement marketing, la sécurité, mais il se trouve tailladé entre Safari sur iOS et Apple, qui perd aussi d'ailleurs des parts de marché, et puis surtout tous les navigateurs de la famille Chromium, donc Chromium étant le moteur de rendu, celui qui parse l'HTML et qui fait l'affichage à l'écran, Chrome étant le plus connu, mais pas que, on a parlé plein de fois ici dans le podcast de Brave également, et puis de Edge, Microsoft qui est en train de réussir son pari, de revenir dans la course en termes de parts de marché, en tout cas des navigateurs après les mauvaises expériences d'Internet Explorer 6 et suivant. Et donc Mozilla essaye de retrouver un modèle commercial. Pour le moment, il déclare à peu près 490 millions de revenus annuels, dont 440, donc 490 au total, 440 générés par les revenus de la pub, c'est-à-dire des engins de recherche qui sont présentés dans la liste des engins de recherche par défaut, enfin pas par défaut, dans la liste des engins de recherche possibles sur Firefox, Google étant celui par défaut et celui qui paye le plus, 400 millions de dollars par an que Google paye à la Fondation Mozilla pour que ce soit les recherches Google qui soient par défaut. Donc ils cherchent des nouvelles idées, ils ont exploré la partie VPN, ça n'a pas super bien marché, et ils sont tiraillés entre ce positionnement sécurité de dire on partage pas, on n'utilise pas vos données, et puis les flux de revenus possibles qui sont la pub essentiellement, puisqu'ils ont une idée pour le moment, mais je suis pas certain qu'elle aura beaucoup de succès, qui est d'aller mettre de la pub dans la barre de recherche. Vous savez, quand dans la barre de recherche, vous tapez des mots-clés, vous avez des suggestions de recherche, mais pourquoi pas déjà mettre de la pub là, plutôt que d'attendre d'arriver sur la page de Google. Comme ça, la pub arrivera chez Firefox, c'est pas... Mais bon, pour un navigateur qui se positionne en disant on ne vend pas vos données, faire de la pub pertinente sans partager les données plus privées des utilisateurs, ça va être difficile. Donc à voir ce que le futur réserve à Firefox. Mais si vous aimez les alternatives et si vous n'aimez pas les grands monopoles, il est peut-être temps de réinstaller Firefox sur votre PC, qu'il soit Linux, Windows ou Mac. Ou comme tu disais, un concurrent du genre, bref. Ouais, mais c'est Chromium aussi. C'est Chromium derrière, mais Chromium ne pompe pas d'informations. Chromium, c'est juste un moteur de rendu. Non, mais justement... Pour le moment, c'est Chromium géré globalement par Google, mais pas que. Il y a WebKit par Apple et Gecko. Il n'y a que Firefox qui utilise Gecko pour le moment. Si Firefox disparaît, on perd un moteur de rendu, donc on perd un peu de diversité. Oui, mais ça, c'est hors contexte d'informations sur la consommation, d'informations. C'est juste le moteur de rendu. Tu peux utiliser Chromium sans que des informations sur ce que tu as visité comme site aillent chez Google. Sébastien qui essaye de prendre la parole, non, mais moi je suis pas du tout d'accord. Il faut au minimum 2 moteurs de rendu. Si t'en as qu'un... il faut de la concurrence, ça je suis d'accord. Ah oui, non, je suis tout à fait d'accord. Et aujourd'hui, tout le monde utilise... Bah oui, je ne souhaite pas la mort de Firefox, soyons très clairs, je ne dis pas ça. Je dis juste qu'il ne faut pas mélanger moteur de... Je dis juste, Sébastien, il ne faut pas déformer mon propos, je disais juste ça. Il ne faut pas confondre moteur de rendu et données.
c'est ça, c'est juste ça. Oui, je ne disais rien d'autre. Il faut sauver le soldat Mozilla. C'est ça, ouais. Je crois qu'il faut faire quelque chose. Oui, par contre, me taper de la pub dans Firefox, alors que j'utilise Firefox depuis Firefox, nada. Par contre, me demander, je veux soutenir la fondation Mozilla et donner de temps en temps 5% de mon CPU pendant que je fous rien, j'ai pas de problème. S'ils veulent faire du mining, parce que c'est quand même, de temps en temps, si ça leur fait quelques euros, j'ai pas de problème. Mais la pub, non. La pub, non. Voilà. Ce sera le titre de ce bonus. La pub, c'est non. Ceci étant dit, on est aligné, hein, parce que très honnêtement, la publicité dans notre podcast, c'est non aussi. Si d'ailleurs vous entendez de la publicité avant, pendant ou après le podcast audio, sachez que c'est en dépit de tout ce qu'on a imaginé, c'est changer de plateforme à ce moment-là, parce que c'est pas de notre but. Nous, on touche rien là-dessus, de toute façon. Et si vous voyez que sur nos vidéos YouTube un peu de publicité au début, oui, ça effectivement, ça on l'a un petit peu libéré, mais normalement il ne devrait pas y avoir de coupure dans nos contenus par de la publicité. C'est pas notre intention, ça ne l'a jamais été. On peut passer au sujet suivant ou à faire les 15 minutes là-dessus parce que Sébastien veut aussi parler. Et si la consommation était en fait un vilain cliché? Avec ça c'est un lancement qui ne sert à rien. Donc Sébastien, parle. Ah oui, oui, mais c'est parce qu'il y avait le Bitcoin, mais tu n'as pas mis de. Mais on n'utilise pas. Hein, ça fait depuis que le bonus existe, on a jamais utilisé. Voilà. Oui, mais toi, ça te donnait l'information, et donc mais du coup, non. Et donc c'est une étude qu'a faite CoinShares qui un rapport qui est super intéressant du mois de janvier. Le truc est hyper long. Je vais pas tout faire ici, donc allez sur le site si vous voulez voir plus, mais ils ont vraiment pris quelque chose d'hyper détaillé en allant prendre par pays la consommation, qu'est-ce qu'il y a effectivement comme mineur dans chaque pays, qu'est-ce qu'ils utilisent comme type de matériel, qu'est-ce que ça consomme, qu'est-ce que ça produit, etc. Quel est le type d'énergie qu'ils utilisent, est-ce que c'est de l'énergie qui est potentiellement perdue, est-ce qu'ils récupèrent de l'énergie renouvelable, et donc vous avez toute une série de graphiques sur ce que consomme réellement le Bitcoin. Et en fait, ça représente et ce que ça génère comme CO2. Hein, donc aujourd'hui. Oui, parce que représente... c'est ça. Je te coupe 10 secondes. Je te rends la parole directement. Le vrai bon titre entre guillemets, parce que quand un titre est bon, il faut le garder. Hein, il faut pas en inventer un nouveau. C'est le véritable impact écologique au-delà des clichés. Voilà. Ça, c'était un peu ça l'idée. C'est pas juste la consommation, parce que tu peux consommer beaucoup. Si c'est avec des panneaux solaires, s'en cogne un peu. Hein, donc voilà. Oui. Alors c'est le sous-titre. Ils disent de toute façon, si on était tous 100% l'électricité verte, le Bitcoin serait aussi. Donc ils disent c'est pas la faute de Bitcoin. Bon, déjà ça c'est pas faux. Comme façon oui, parce qu'il consomme de l'électricité si elle est produite en renouvelable, totalement. Et donc ça produit 0,08% de la production mondiale totale de CO2. Ça c'est intéressant. Ouais. Donc 0,08%. Alors c'est plus que 0,00, mais 0,08, c'est pas non plus un drame absolu. Et donc ils ont aussi un graphique sur la consommation du Bitcoin et puis du pas Bitcoin. Et en fait on ne voit pas sur le chart, le pie chart, le Bitcoin, parce qu'il représente rien du tout. Et alors on le voit par pays. Alors ça on voit vraiment l'évolution au moment où la Chine a coupé le tout et que c'est parti aux États-Unis. Et donc là, effectivement, la consommation d'énergie a fortement augmenté aux États-Unis. Et alors, aux États-Unis, comme dans d'autres pays, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'ils utilisent comme énergie, généralement, c'est l'énergie qui est perdue. C'est-à-dire que c'est ce qui est brûlé au niveau des puits pétrole, en disant, ça sort, on est obligé de le perdre, cette énergie, parce qu'on ne sait pas transporter. Et donc, il y a toute une série de gaz qu'on brûle sur place et qui brûlent à vide, et donc qui sont réutilisés comme de l'énergie aussi au niveau de surproduction, qui est aussi utilisée pour du minage à certains moments. Donc la plupart des endroits où on va chercher l'énergie, c'est là où elle est la moins chère, c'est-à-dire on met le mineur à côté de la source
qui a des pertes d'énergie parce qu'on ne sait pas la stocker. D'accord. Voilà. Bon, voilà, c'est un son de cloche parmi d'autres. Hein. Il faut être honnête. Vous pouvez compter, comme toujours, sur moi pour remettre le moisi sur le Roquefort. C'est quand même, c'est un rapport de CoinShare qui est pas totalement indépendant. Hein. C'est ce que j'allais dire. Merci. Voilà, oui, mais il faut le dire. Et donc souvent, moi, quand j'ai un doute là-dessus et que je vois deux extrêmes faire des rapports tout aussi opposés l'un que l'autre, c'est que je me dis que la vérité doit être à peu près à 50-50 au milieu, quoi. Voilà, approximativement, on va dire. Mais c'est intéressant quand même la démarche et les arguments sont pour le coup à prendre comme ils existent. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. On va accélérer un tout petit peu parce qu'il ne nous reste que 4 minutes. Ça va être fort court pour donner la parole à Sébastien. Quel Sébastien d'ailleurs? L'autre peut-être. iOS va supporter Face ID avec un masque. Bizarre cette histoire. Très bref là-dessus, d'habitude je commande pas les rumeurs, mais là c'est pas une rumeur, on parle d'une nouvelle fonctionnalité qui va arriver dans iOS 15.4, qui est déjà dans les mains des développeurs, il y a déjà plein de tutos, d'articles, de blogs, de vidéos, donc c'est pas une rumeur, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Vous savez, sur les iPhones un peu récents, je sais pas à partir de quel modèle, mais on fait de l'authentification par Face ID, donc il suffit de regarder son téléphone et bim, ça y est, une fois qu'on a regardé son téléphone, voilà. Il est revenu. Il est revenu. Ça a bougé. Ben voilà. Et le téléphone vous reconnaît. Cependant, quand vous portez un masque social, vous savez, pour vous protéger ou protéger les autres en rue, le téléphone ne vous reconnaît pas. Et c'est embêtant parce que quand on paye, par exemple, avec son téléphone dans le métro, à la boulangerie ou quoi, il faut chaque fois baisser le masque pour activer le truc de paiement et puis remettre le masque. C'est un bon coup. Etc. C'est vraiment pas facile. Eh bien, dans la version prochaine d'iOS, ils en rajoutent la possibilité de vous reconnaître et donc de déverrouiller votre téléphone ou d'activer le paiement même si vous portez un masque. La seule chose à faire, c'est qu'il faudra refaire un second entraînement. Donc vous avez eu le premier entraînement quand vous avez activé Face ID, il a fallu montrer votre visage sous toutes les coutures. Il faudra faire un deuxième en portant un masque. Et donc le système aura un entraînement de vous sans masque, un entraînement de vous avec masque. Et d'après les youtubeurs qui ont testé iOS 15.4, eh bien ça marche très très bien et aussi rapidement que quand il y a pas de masque. Donc voilà, juste pour vous simplifier la vie, si vous êtes Apple user et que vous portez un masque. À tester donc rapidement en 2 minutes, Sébastien, concernant Google qui, on le sait bien, Google, magnifique entreprise humaniste, resserre la vis sur la vie privée. Ouais, et j'aurais quand même fait un truc quand on dit c'est pas une rumeur, mais que le site c'est macrumors.com. Donc ça ne reste plus qu'une minute 30 pour parler de Google. Oui, mais je vais le faire vite. Donc c'est des choses qui arrivent effectivement aussi sur Android. C'était sur iOS, mais dans ce sens-ci, en général, effectivement, c'est plus tard sur Android et les plateformes Google. Voilà, c'est l'histoire ne se refait pas. Hein. Et donc c'est des choses qui arrivent aussi maintenant sur Android. Et c'est-à-dire, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'interdiction pour les apps de faire du cross-link, c'est-à-dire pas question de savoir que tu as utilisé telle application et que c'est le même profil derrière. Maintenant, c'est chacun pour sa pomme. Donc plus d'Android Tracking ID et donc non plus, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir l'information de ce device est reconnaissable parce qu'il y avait un ID unique. Anciennement, on utilisait l'adresse MAC des téléphones, maintenant c'est randomisé. Et donc à ce moment-là, ils ont créé des identifiants uniques pour dire ah oui, ok, bon, tu peux pas l'utiliser, mais ça c'est un identifiant publicitaire. Bon, toutes ces choses vont disparaître, ce qui fait que la seule chose que l'on pourra encore réellement utiliser sur les applications, si on veut tracer des choses, c'est du first party data. First party data, c'est-à-dire du data que tu as collecté toi-même, dont tu es responsable de traitement, et pas des choses que tu fais un petit peu à droite à gauche. Donc bon voilà, c'est une direction du marché, on n'apprécie pas, personnellement j'apprécie, mais... Voilà, alors ça fristouille après dans les départements marketing, publicité, analytics, ça pleure, etc. Ça pleure un petit peu. Analytics, on n'en a pas encore parlé chez nous, mais on pourra en parler à l'occasion, jugé illégal, parce que on en a parlé. C'est vrai, on en avait parlé, en fait. Mais c'est aussi le cas maintenant avec, je le dis rapidement comme ça, il reste 30 secondes, donc Analytics, parce que les données sont stockées sur des serveurs américains, n'est pas
sera GDPR compliant, comme on dit dans ce cas-là, et ce serait aussi le cas, par exemple, avec les polices de caractère utilisées dans certains sites internet, mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. On arrive au bout de ce hors-série, de ce bonus, avec Sébastien, l'équipe Tempête, pour arriver à 15 minutes. C'est tout juste, hein, cette fois-ci. Ils sont bavards, ces deux-ci, mais merci de nous avoir suivis, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec d'autres chroniqueurs. Salut Sébastien. Salut Sébastien. Ciao. Salut Sébastien.